Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à votre tribune de littérature. Aujourd'hui, on va à la découverte d'un ouvrage. Il s'agit de Djoutaoum, La malédiction de l'enfant roi. C'est une œuvre de fiction de Rémi Apovi, docteur Rémi Apovi, avec qui nous sommes sur ce plateau pour découvrir un peu l'intérieur et le contenu de cet ouvrage-là. Docteur Apovi, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci, c'est moi. Vous savez, dans les sciences, mettons plus réalistes, que vient chercher un environnementaliste dans la fiction? Bon, merci beaucoup pour l'invitation. Et un environnementaliste, c'est quelqu'un qui observe les phénomènes. Et il n'observe pas que les phénomènes physiques. Oui. Il peut jeter aussi un regard critique sur les phénomènes sociaux. Oui. Donc, c'est ce que nous avons fait à travers Djoutaoum. La société vous a intéressé, donc vous l'aviez observé. Djoutaoum, c'est le nom d'un acteur, sinon d'un personnage, le principal d'ailleurs de cet ouvrage-là. Oui. C'est un enfant qui est né dans une famille et qui, visiblement, en tout cas depuis son enfance, a refusé de se soumettre un peu aux directives éducationnelles de ses parents. Il lui a fallu subir un certain nombre de choses pour finalement, mettons, retrouver la voie de l'esprit et la voie de la sagesse. Quand on voit un peu comment ça se déroule, on a l'impression que face à un enfant qui est décidé à ne pas comprendre ce que c'est qu'une bonne éducation, les parents n'ont pas vraiment grand pouvoir. Parce qu'on a vu un peu ces parents totalement perdus, totalement déboussolés. Est-ce que nos enfants sont au-dessus de nous? Exactement, merci. C'est un phénomène qui s'observe maintenant, actuellement. C'est comme si les enfants, le canal pour orienter les enfants, il y a un relâchement. On a pensé que la réprimande, la sanction ne doit plus faire partie de l'éducation des enfants. Donc, dans les couples, dans les foyers actuellement, on assiste à ce phénomène-là où les enfants deviennent pratiquement des rois. Un roi, ça s'adore. Donc, c'est ce phénomène-là, nous sommes en train de dénoncer. Les parents doivent reprendre totalement leurs responsabilités vis-à-vis de l'éducation des enfants. Quand nous éduquons les enfants, ce n'est pas pour que les enfants soient irrécupérables. Le phénomène actuellement est donner tout à l'enfant, tout ce qu'il demande, on lui donne, et au moment voulu, et sans la culture de l'effort, l'enfant devient roi. Et il pense que s'il demande la lune, il peut l'avoir au moment où il veut. Ce n'est pas une bonne éducation. Ah oui, vous pensez que c'est peut-être l'éducation à l'ancienne qui est vraiment la bonne formule? L'éducation à l'ancienne où les coups de bâton, les coups de chicotte peuvent pleuvoir comme ça sur le dos de l'enfant? Non, ce n'est pas cela. La sanction doit être proportionnelle à la faute. Oui. On ne peut pas exclure la sanction de l'éducation, de l'instruction. Sanctionner, ce n'est pas bâton. On peut réprimander, on peut faire des interdits, on peut faire subir à l'enfant des privations. Mais cela doit être partie de l'éducation. Le bâton, ce n'est pas pour sanctionner, ce n'est pas pour faire du mal à l'enfant. Par exemple, je prends le cas d'un enfant qui fait tomber un verre. Ce n'est pas le fait que le verre soit brisé, ce n'est pas pour ce fait qu'on tape l'enfant, mais on voit le fait que le verre est tombé. Est-ce qu'il y a une négligence de la part de l'enfant? Et c'est la négligence qu'on peut sanctionner. Ce n'est pas parce que le verre est cassé, on va taper l'enfant. Vous voyez, donc actuellement, on peut pas, on a l'impression que même si le verre est cassé, on caresse encore le dos de l'enfant pour dire et prochainement, et ne fait plus ça. Hein, non. L'éducation doit sanctionner, doit réprimander. Ah, pourquoi tu as fait preuve de négligence? Ce n'est pas comme ça là. Si tu fais preuve de négligence à partir sur un verre, tu peux faire sur des choses plus précieuses. Et sur des choses plus précieuses, et ça là, ça peut aller loin. Donc c'est la négligence, on tape là dans le cas que j'ai donné. Comment est-ce qu'on peut comprendre que dans un contexte africain où l'éducation de l'enfant est stricte, difficile, en tout cas par le passé, que l'on en soit venu à la naissance d'enfants rois
qui aujourd'hui peuvent parfois insulter les parents, désobéir sans savoir forcément en retour la sanction appropriée. Vous savez, l'ancienne génération a été éduquée dans un contexte. Et actuellement, la rigueur dans laquelle les anciens ont évolué, ils pensent aujourd'hui que les enfants ne doivent plus être soumis à de telles rigueurs. On pense que c'est leur donner tout ce qui leur donner l'aisance, que c'est la meilleure façon. On dit que nous, on a souffert quand on était petit. Nous, on a souffert. On a enduré ceci, on a enduré ceci. On ne peut pas Jamais permettre à ce que mes ça arrive à enfants nos enfants. ne Ce vont qui est normal, non? Ce Un parent peut Oui, rêver beaucoup oui, et grand mais pour son enfant. on constate que c'est cela qui a moulé la personnalité des anciens. C'est la privation, c'est le fait que très tôt, on lance les enfants dans La vie active. la vie active, c'est-à-dire à l'apprentissage de la vie, au lieu de laisser l'enfant grandir dans la naïveté et finalement il fait face aux réalités de la vie. La vie ne pardonne pas. À la maison, on peut pardonner. On peut excuser les fautes. On peut excuser la naïveté. On peut excuser tout à la maison. Mais dans la vie n'excuse pas. La preuve, les sanctions, la loi s'applique à tout le monde. Oui, absolument. On ne dit pas, elle a été éduquée de cette façon. Non, non. La loi ne trie pas. La loi frappe tout le monde de la même façon. Ouais, donc si vous ne prenez pas les enfants dans la dimension qu'il faut et ils sortent, bon, la société va les éduquer. Et là, ils auront très mal. Avec du temps, c'est un problème hein, parce qu'au-delà des parents qui n'y arrivent pas, même son école n'y arrive pas. Oui, parce que actuellement, on a l'impression que à l'école, on a l'impression que élèves et professeurs sont des collègues. Les professeurs n'ont plus d'autorité sur les enfants. Et c'est comme si c'est des collègues. Un éducateur, c'est quelqu'un qui est craint. Est-ce qu'actuellement, dans le contexte où nous vivons, est-ce que les professeurs sont craints? Oui, mais on ne peut pas bien éduquer un enfant en faisant apparaître à son esprit une personnalité en griffe lionne, difficile d'accès. On a besoin de dialoguer avec l'enfant et de le rassurer, non? Non, un éducateur est déjà quelqu'un qui travaille sur le dialogue. Mais dans le dialogue, la place de chacun doit être respectée. L'enfant, l'élève doit comprendre que celui qu'il a en face n'est pas son égal. Et que c'est l'éducateur qui a le pouvoir de sanction, qui a le pouvoir de réprimander. Tel n'est pas le cas. Dans la tête des enfants, bon, on prend le professeur. Avant, quand on était à l'école, quand le professeur vient, on court vite pour rentrer en classe. En classe, oui. Pour s'asseoir. Ouais. Le professeur ne doit pas te voir à l'entrée. Ouais. Vous êtes assis avant que le professeur rentre. Maintenant, bien, on est à l'entrée, le professeur vient dire bonsoir monsieur le professeur, et tout le monde rentre avec le professeur, et bon, on se mélange. C'est là que je dis que le professeur paraît comme un collègue, quoi. Non? Oui, mais est-ce que ce n'est pas bien pour un enseignant de se retrouver comme un ami, comme un camarade de ses apprenants? Est-ce que ça ne facilite pas un peu, je dois dire, les échanges? Parce qu'hier, nous, on avait des choses qu'on aurait pu partager avec nos parents, qu'on n'a pas pu partager et qui nous ont conduits dans des erreurs données. Non, ce n'est pas... Ça n'a conduit personne dans des erreurs. Actuellement, oui. Cette ouverture, Oui. les enfants exploitent mal cette ouverture-là. Ok. Parce que quand... Et avant, par exemple, on dit, bon, on n'est pas plus proche des parents, ceci, cela, parce que avant, par exemple, si on prend les foyers, c'était généralement des familles polygames. Oui. Le papa a plusieurs femmes. Bon, les enfants n'ont pas le temps de s'approcher. Maintenant, on est dans les schémas de famille, de couple monogamique. Le seul papa, Oui. il est avec les enfants. Oui. Donc, il y a plus de proximité. Donc, les enfants sont plus habitués au père que dans le schéma ancien. Tout à fait. Et dans les échanges, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Mais ça là ne dispense pas les parents
de maintenir la rigueur, de maintenir le statut de papa, le rôle de papa et de distinguer le rôle, c'est-à-dire que le statut de l'enfant. On doit séparer. Quand il y a lieu de sanctionner, on va sanctionner. Quand il y a lieu de réprimander, on réprimande. On ne doit pas considérer l'enfant comme un roi et qu'il faut choyer, même s'il est dans les erreurs, il faut le choyer, mais s'il fait mal, on le dit, ah non, il ne faut pas crier sur lui. Non, non, non. On doit crier, on doit réprimander, ne fait pas du mal. Ça permet à l'enfant de se réorienter, de se redéfinir par rapport à ce qu'il a fait de mal. Et il va comprendre que, ah, c'est ça, il faut. Je cherchais à comprendre comment est-ce que les parents sont arrivés à être aussi faibles face à l'éducation de leurs enfants. C'est ça que j'ai commencé par expliquer. On s'est dit qu'on ne va pas lui permettre de vivre ce qu'on a vécu soi. C'est ça. Est-ce que ça seul suffit pour qu'on ait autant de facilité à accorder aux enfants? De façon générale, c'était ça. Il y a laissé aller. Il y a trop de liberté pour les enfants actuellement. On pense que les enfants, bon, le schéma ancien c'était trop rigoureux, il faut être souple, il faut faire ceci. Dans la souplesse, on a laissé tout à l'enfant, on a laissé l'enfant trop libre. Il n'y a plus canalisé l'enfant. C'est-à-dire, l'enfant a accès à des choses, à des choses auxquelles il n'aurait pas dû avoir accès. Oui. Il y a le milieu familial, mais aussi la technologie, tout ça. L'enfant, très tôt, sait beaucoup de choses. Absolument. Sait beaucoup de choses très tôt. Oui. Donc, dans son raisonnement, il est appelé à discuter des questions qui, à une certaine époque, étaient réservées aux grandes personnes. Dans ce schéma, dans la discussion, bon, il pense que, puisqu'il peut discuter de ce dont les grands peuvent discuter, donc il est au rang de grandes personnes. Donc cette erreur-là joue sur les enfants actuellement. Qu'est-ce que vous pensez de la décision des gouvernements, notamment en Afrique, de bannir de l'école le châtiment corporel alors? Bon, de mon point de vue personnel, oui, ces décisions ont été prises parce qu'on a pensé que le châtiment, la sanction, ce n'est pas que châtiment corporel. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Mais on compare les anciens qui avaient été éduqués dans un contexte de châtiment corporel, tout ça là, et aujourd'hui, est-ce que les enfants d'aujourd'hui sont mieux éduqués que les anciens qui avaient subi la rigueur du bâton, tout ça là? Est-ce que si on fait la comparaison là, est-ce que les enfants d'aujourd'hui, la génération présente, est mieux éduquée par rapport aux anciens qui avaient subi la rigueur du bâton? Une grosse mettons, interrogation. Mais face à ce phénomène, quelle solution apporter? Parce qu'on ne peut pas non plus rester ou s'enfermer totalement dans la tradition de l'éducation à l'ancienne. Quel est le mécanisme pour, mettons, construire, je dois dire, un enfant dans le profil dont on a besoin pour le Bénin, pour les États africains? Bon, je pense que il faut redéfinir le cadre. Okay. C'est-à-dire qu'il faut redéfinir le cadre. Et les choses évoluent. Les enfants évoluent dans un contexte dans lequel nous, on n'a pas, ou bien les anciens n'avaient pas évolué. Oui, tout à fait, oui. Donc, on prend tout ça là en compte. Et en se disant, nous ne sommes pas en Europe. Nous sommes en Afrique. C'est quoi avec le lien avec l'Europe? Non, exactement. Oui. Quand on prend l'Europe comme référence, okay, et où tu tapes un enfant, l'enfant peut appeler la police rapidement pour venir. Ça là, c'est bon. C'est-à-dire que c'est des choses que moi je n'arrive pas. Oui, mais il faut préserver le droit des enfants, parce que les enfants, ils ont des droits que nous brimions par le passé. Non, droit des enfants ne veut pas dire que le parent ne peut pas taper l'enfant, ne peut pas réprimander l'enfant. Ah oui? Moi, à mon sens. On ne peut pas taper non plus l'enfant à tout bout de champ. Non, non. Parce que par le passé, parfois, on avait l'impression que les parents tapaient juste parce que le parent, oui, il s'est avéré que le parent
c'est quelqu'un de violent ou bien Ouais. de quelqu'un qui ne se possède pas, c'est autre Oui. chose. C'est un autre schéma. Ok. Mais si le parent est, et que les choses, ce qu'on reproche à l'enfant est fondé et simplement à cause de son orgueil, il ne veut pas qu'on le touche, il ne veut pas qu'on le frappe, ça c'est un autre schéma. C'est un autre schéma. C'est un autre schéma. Et pourquoi actuellement là, il y a beaucoup de nos compatriotes qui font les enfants là-bas et les ramènent. Et c'est pour dire que c'est difficile de lever les enfants dans le contexte Ah bon? européen. Ah bon? Bien sûr. Et ils laissent les enfants grandir ici parce qu'ils disent que si l'enfant n'a pas un certain âge et il évolue dans le contexte là-bas, c'est difficile à récupérer. C'est difficile à récupérer parce qu'ils pensent que le ciel, c'est pour eux. Tout est permis, il n'y a pas d'interdit. L'enfant est roi, l'enfant est l'homme de demain. L'enfant Non, est l'homme de demain se prépare. l'avenir de L'homme de demain ne l'humanité. se prépare pas avec des laissés-aller. L'homme de demain se prépare et est encadré. Il est encadré. Et très tôt, il fait face à la vie. Il sait qu'il est responsable. Il est responsable. Il est responsable de lui-même et de demain, de sa vie de demain. L'enfant n'est pas pour faire ce qu'il veut. Il pense que ça fait que beaucoup d'enfants dans les autres pays, par exemple, on voit les enfants commettre des meurtres, des meurtres, tout ça là. Bon. Donc, Alors, dans votre procédé pour démontrer ou décrire un peu ce qui se passe avec l'éducation des enfants, vous allez faire traverser par plusieurs épreuves, et plusieurs tests. Quand c'est pas de l'alcool, c'est de la drogue. Quand c'est pas de la drogue, c'est de l'escroquerie en ligne, etc. Un peu comme pour l'amener à faire toutes les expériences possibles. Quelle est la démarche esthétique et littéraire qui se cache derrière justement le fait de soumettre son personnage à toutes les épreuves d'abord avant de trouver la solution? bon, exactement, merci beaucoup. Merci exactement pour cette question. C'est parce que j'ai identifié des mots, certains mots dont souffre notre jeunesse. Okay. Et j'ai voulu attirer l'attention, comme je l'ai dit, l'attention des autorités sur ces problèmes. Oui. Ce n'est pas que ces problèmes-là ne sont pas connus, mais il n'y a pas eu de résolution, il n'y a pas eu de discussion, d'échange sérieux sur ces questions pour leur trouver des solutions. Le cas, par exemple, de prosélytisme scolaire, Oui. Où il a été l'impunité, exclu un peu avec ses... l'impunité, voir par exemple mon personnel qui est en train d'arracher le bâton de la main de son patron pour dire que lui, on ne le tape pas. Et, vous voyez, donc il y a le prosélytisme scolaire, cybercriminalité, où on arnaque les blancs, on pense que c'est de droit, ceci, cela. Donc, c'est les problèmes auxquels la société fait face actuellement. Et c'est la jeunesse qui est directement impliquée. Et il est important actuellement de voir comment recadrer les choses pour sauver, arracher cette jeunesse-là de cette main. Actuellement, par exemple, en parlant de cybercriminalité, qu'est-ce qui oppose les anciens des jeunes actuellement? Avant, on dit le travail. Tu mangeras à la sueur de ton front. Et les anciens pensaient que seul le travail pouvait permettre à un homme de s'enrichir. Et suer n'était pas une honte ou bien une humiliation, tout ça là. Actuellement, c'est l'opposé. Actuellement, c'est l'opposé. On veut l'argent tout de suite et sans effort. Ouais. Et sans effort. Ça, là, c'est quelque chose à corriger. Parce que l'argent ne peut pas venir sans le travail. L'argent ne peut pas venir sans. Si vous avez l'argent sans le travail, c'est que vous voyez déjà comment vous pouvez l'utiliser et quel nom on vous donne. Ouais. Si vous avez l'argent sans le... On voit les gens faire des dépenses façon. Donc, il n'y a pas l'esprit. Quand tu travailles et tu suis, l'argent tombe dans ta main, tu sais comment tu l'utilises. Si tu l'as facilement, on sait comment ça s'utilise également. Joutawa était en exil. C'est quoi l'objectif de cette séquence que vous insérez justement avant un peu, je dois dire, la dernière étape ou la dernière ligne droite du contenu de votre ouvrage? Oui, et après avoir escroqué le blanc par l'histoire de Peau de Bois qu'il a promis au blanc, il n'a pas pu livrer, ça l'a conduit en prison, tout ça là. Quand il était en prison,
à 2 mois, il était condamné pour 5 ans. Oui. Il a fait tout le temps nécessaire. Il restait 2 semaines pour qu'il soit libéré. Ouais. À 2 semaines, il s'est évadé. 1 semaine après, de lui-même, il est retourné Il s'est rendu en prison. Oui. Vous savez, la liberté a des étapes. Ouais. Il y a la liberté du corps, il y a la liberté de l'âme, De l'esprit. la liberté de l'esprit. Oui. Il s'est rendu compte que il va quitter la prison, il va libérer son corps. Mais son âme n'est pas libre. Il aura toujours le poids de délinquant sur lui. Donc, il est important pour lui de prendre ses responsabilités, d'assumer la sanction et de mûrir dans cette sanction-là pour se redéfinir. C'est pourquoi il est reparti pour assumer pleinement la peine. Après quoi, il est sorti pour se relancer dans la vie, Et il est passé par le feu. Il est passé par des métiers qui l'ont façonné. Il est passé par la forge. On dit, la forge, c'est l'image que j'ai présentée. C'est par le feu que on transforme le fer. Ok. Donc, il faut absolument que Djoutaon passe par le feu pour être façonné, pour perdre son ancienne personnalité, pour se redéfinir. Ouais, un peu. Après quoi, il est allé à la terre. On dit, la terre ne ment pas. La terre ne ment pas. Souvent, quand on va dans les villages, on voit les champs en broussailles et on dit, ce champ-là, c'est pour qui? Si le champ n'est pas débroussaillé, tout ça là, on dit, ça, celui-là, c'est un paresseux. C'est ça. C'est un paresseux. C'est ça, ouais. Son champ est sale, ce n'est pas travaillé. Ouais. Donc, la terre ne ment pas. Ce que tu mets dans la terre, c'est ça, ça va te donner. Ouais. Si tu mets une semence, ça ne va pas te donner une autre semence. Ouais. Si tu mets un grain, une graine dans le sol, ça ne va pas te donner 2 pieds de maïs. Hein. C'est un seul pied, ça va te donner. Tu vois, donc, d'où l'effort constant à faire. Oui, C'est un appel oui. à l'effort. À l'effort, c'est ça. Oui, et la limite, souvent, on ne la connaît pas, justement, entre ce que l'enfant peut faire, ce que l'enfant est admis de faire, et surtout l'effort qu'on lui demande, de faire. Surtout que quand on voit un peu la vie qui est de plus en plus difficile, à mesure que les générations passent, on n'a pas l'impression que, en tout cas, les générations qui avaient précédé avaient été soumises à autant de difficultés, à autant de pression. Alors, comment est-ce que justement il faut arriver à allier le besoin de sacrifice, le besoin d'investissement personnel de l'enfant et le contexte très difficile, ma foi, je dois dire, de la vie aujourd'hui, de plus en plus difficile de la vie. Non. Quand les gens disent les choses deviennent difficiles, Très difficile. moi, je vois ça là comme... bon, je ne comprends pas très bien. Ah bon? À aucun moment, les choses n'ont été faciles. À aucun moment, les choses n'ont été... Chaque génération est confrontée aux problèmes de son époque. Hier, quand vous avez le bac, il y a un boulot qui vous attendait. Aujourd'hui, vous avez le bac, il faut passer Non, par la galère de la formation universitaire. Avant, là, il y avait combien de personnes? Oui. Avant, il y avait combien de personnes? À l'époque, Ouais. les choses évoluent, les gens évoluent. Tout à fait. À l'époque, Oui. les gens, le niveau auquel les gens accédaient aux fonctions, Oui. c'était avec quel niveau? Actuellement, c'est avec quel niveau on accède? Avant, avec le CEP, tu pouvais travailler. Avec le bac, tu es super. Absolument. Actuellement, quand tu as le bac, c'est que tu as commencé Tu viens d'avoir le CEP. Si tu as le CEP, c'est non, toi, mais tu sais, tu n'as rien. Si tu as le bac, c'est en ce moment-là que tu commences le CEP. Oui, justement. Ouais, donc, chaque génération, ses problèmes. À aucun moment, moi, je ne conçois pas que la vie a été facile à une époque. Non, non, on dit ça là juste parce que les gens ont été confrontés à des difficultés à leur époque. Pourquoi avant il y avait des savants, les gens ont fait des découvertes, ceci, cela? C'est pour régler les problèmes de leur époque. C'est parce qu'il y avait des problèmes et les gens ont réfléchi pour trouver les solutions. De même, il y a des problèmes actuellement et on réfléchit pour trouver les solutions. Donc, moi, je ne compare pas les époques pour dire que à telle époque, les choses ont été faciles, puisque non, non. Chacun se bat. À chaque époque, les gens se battent parce que les gens ne sont pas dotés
de la même mentalité à chaque époque, de la même force à chaque époque. Et Jotam qui a été soumis à l'exercice de la reconversion religieuse, c'était comme si c'était ça la solution. Bon, exactement. Les mots cités, Oui. identifiés dans le livre, Oui. c'est qu'il y a perte de repères. C'est la plupart peuvent être classés pour immoralité. Prosélytisme, escroquerie, vol, Ouais. tout ça là. Dans le chapitre immoralité. Ouais. Donc, spirituellement, c'est des choses qu'on peut corriger. On peut corriger sur le plan spirituel, pour corriger l'âme. Il faut travailler sur l'âme. Donc, les mots identifiés, ce ne sont pas les mots qui attaquent le corps, qui attaquent la personnalité, l'esprit, l'âme de mon personnage. Oui, mais pourquoi vous allez vers l'église, vers un pasteur, plutôt que d'aller vers nos réalités endogènes? Bon, moi, je suis chrétien. Ça, là, je l'avoue que je suis chrétien. Donc, j'oriente mon personnage vers ma pratique. Donc, c'est cela. Ça, là, il n'y a pas autre explication. Est-ce que vous pensez véritablement qu'aujourd'hui, les églises sont à même d'apporter la réponse qu'il faut au problème d'éducation qui se pose à nos enfants aujourd'hui? Parce que même l'église, même les pasteurs, même les religions qui ne sont pas traditionnelles, ont du mal aussi à proposer des solutions efficaces à l'éducation de l'enfant. Bon, exactement. Comme l'a dit un pasteur, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu et quelqu'un qui est à l'église et qui fait semblant, il y aura différence. C'est clair. Il y aura différence. Oui. Donc, il y aura un peu de crainte dans celui qui est à l'église et qui fait semblant, contrairement à celui qui est hors d'église et qui se croit libre de tout. Tout à fait. Vous savez, donc, la différence, c'est qu'au niveau des églises, ce n'est pas ce qu'on avait avant. Le monde est rentré dans l'église. Le monde est rentré dans l'église, mais Dieu n'a pas quitté l'église. Dieu est toujours dans l'église. Ah bon? Oui. Le monde est rentré dans l'église, mais Dieu n'a pas quitté l'église. Et Jotam a pu bénéficier de cette œuvre de Dieu. Un peu pour dire qu'on peut passer partout, il faut venir se ressourcer à l'église. L'église comme la référence, je dois dire, de l'éducation, etc. Est-ce que ce n'est pas schématique? Est-ce que fondamentalement, il n'y a que l'église pour apporter une solution aujourd'hui à la question de l'éducation? Non, il n'y a pas, comme on le dit, quand il y a un problème, chacun court dans le sens qu'il pense être le meilleur pour lui. Ouais. Et je dis que moi, je suis chrétien. Ouais. Quand j'ai un problème, je ne cours pas ailleurs que vers le lieu ou bien... Mais moi, j'aurais peut-être été un peu plus, mettons, en droite logique avec votre attitude si dans le livre, j'avais des noms chrétiens qui dominaient. C'est vrai qu'on a quelque part quoi, Jésus Pego, etc., qui font référence un peu à la religion, mais tous les autres noms sont ma foi, tirés de la connaissance et de la sagesse traditionnelle locale. Oui, bon, et cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas chrétiens. Les noms sont les noms béninois, mais la pratique n'est pas, bon, du point de vue spirituel, ce ne sont pas des gens qui sont vexés dans les trucs traditionnels, comme ça. Mes personnages ne sont pas tirés. Alors les noms sont quand même, je dois dire, des référentiels par rapport justement à la relation qu'on a avec la nature et avec Dieu. Et on espère véritablement que, en tout cas, cela pourra inspirer un peu nos lecteurs sur la façon dont il faut aujourd'hui prendre les enfants. C'est compliqué de les encadrer aujourd'hui. Parfois les parents ils sont perdus. Docteur Rémi Apovi, merci beaucoup d'être venu sur mon plateau. On a pu épuiser une trentaine de minutes. Un mot rapidement, en quelques secondes, pour clôturer cet entretien. Merci beaucoup. Le livre, comme on le dit, c'est sans but d'attirer l'attention des éducateurs, mais des responsables en charge de l'éducation sur les phénomènes, les mots qui minent notre jeunesse actuellement. Et il est important de trouver
rapidement des solutions pour lutter contre le prosélytisme scolaire, cybercriminalité, réfléchir sur les questions de l'éducation, revoir. Actuellement, on parle de quand l'encadreur, il y a assez de sanctions qui frappent les encadreurs, qui cherchent à traiter avec les filles, tout ça là. Oui. Mais la menace ne vient pas seulement des encadreurs. La menace vient aussi des collègues, des filles, des garçons. La législation n'a pas pris en compte cela. Notre législation actuelle n'a pas pris en compte cela, qui représente une menace plus proche. Et des fois, Des jeunes filles. et des fois, les filles même qui sont prises comme victimes sont à des moments complices. La législation doit revoir tout ça là et frapper au moment opportun qui il faut sanctionner De façon objective de façon objective et impartiale. pour sauver la jeunesse. Tout à fait. Docteur Rémi Akpovi, merci beaucoup d'être venu sur mon plateau. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Ce fut un plaisir d'avoir partagé quelques moments avec vous autour de cet ouvrage-là, de La malédiction de l'enfant roi. C'est une production Livrex de Dr Rémi Akpovi. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Profitez de votre week-end. Rendez-vous samedi prochain. D'ici à là, portez-vous bien.